Résultat classement, Raphaël. Oui, de cette journée de Ligue 1 qui a commencé vendredi avec la victoire de Rennes sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais. Nice toujours deuxième après sa victoire contre Metz sur le score de 1-0. Le match nul 2 buts partout entre Marseille et Monaco. Il y a eu également le match nul entre Lorient et Le Havre, 3 buts partout. La victoire de Lens 2-0 à Toulouse. Et puis on en a déjà parlé, le Paris Saint-Germain a fait match nul 2 buts partout à Brest. Le PSG leader donc de ce championnat, deuxième Nice. Brest, on en a parlé, est troisième de ce championnat de France de Ligue 1. Monaco est quatrième. Et puis dans le bas de tableau, vous le voyez, Lyon est 16e et redevient barragiste, 17e et 18e. On retrouve Clermont et Lorient qui pour l'instant descendent. Et Lyon, on en parlera tout à l'heure en se demandant s'ils sont plus en danger que jamais. Pour un beau barreau, il faut des tops, des flops. Ça commence par les tops. Ça s'est très bien passé pour eux et notamment pour un revenant qui avait mal commencé son comeback, c'est André Ayew. Oui, il avait été exclu, souvenez-vous, avant la Coupe d'Afrique des Nations. Là, il a marqué un doublé lors du nul face à Lorient. 3 buts partout. Premier doublé en Ligue 1. De plus, celui réalisé avec Marseille, c'était contre Reims en septembre 2014, il y a plus de 9 ans. Le Ghanéen qui raconte l'un des buts du week-end qu'il a inscrit. Écoutez-le. Franchement, c'est un beau but. C'est un beau but. Je vais bien le revoir. Je suis content. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, il restait 2 minutes, 1 minute, je sais plus. On va devant, on met la pression, on met la boîte. On met le ballon dans la boîte à Steve avec Gauthier qui saute, qui remettent le ballon. Voilà. Pour moi, ce but, oui, le geste, etc., il est beau. Mais tout autour, c'est-à-dire l'abnégation de tous les joueurs autour, s'il n'y a pas toute cette envie, cette détermination de gagner le duel, de gagner ci, de gagner ça, le ballon ne tombe pas comme ça devant moi. Voilà pour Dédé Ayew. Franchement, Vicage de Rasso, 9 ans, son dernier doublé. Là, il met une tête magnifique. On en parlait, la vite fait en antenne, il est fautif quasiment sur l'égalisation, sur le but suivant, le troisième orienté. Voilà. Et puis, il met ce but venu d'ailleurs, cette espèce de retourné semi-acrobatique qui lobe le gardien. Enfin, c'est dingue. C'est inespéré pour le Havre d'avoir un joueur comme lui à être allé le chercher. Et en plus, s'il est bon... Vous êtes content, vous, de l'avoir dans votre club? Non, mais c'est magnifique, vous vous rendez pas compte. On a André Ayew, j'allais dire Jules Deschazos, au Stade Océan, c'est juste fou. Pardon? Il y a des joueurs comme Koussaïev aussi. Ouais, Koussaïev, mais qui est plus discret. Lui, c'est un joueur international connu, réputé. Le but qu'il met, c'est physiquement, il est prêt. Le premier de la tête, il y va, il saute plus haut que les gars, il est loin du but, il réussit à se matcher la balle. C'est-à-dire qu'il est prêt déjà. Et le deuxième, il est fantastique. Pour un club comme le Havre, c'est juste magique. Émilie, ça vous plaît, ça, hein? Ouais, moi, ce qui m'a plu, c'est l'entrée remarquable, le scénario et la résilience, la ténacité. Et encore plus après dans sa communication, où en fait, il dit qu'il est, là, on le voit aussi dans l'extrait, qu'il est effectivement très fier de ses buts, mais il parle tout le temps de l'esprit d'équipe et du collectif. Et donc, pour moi, c'est très important pour ce joueur d'expérience. C'est-à-dire qu'il y a ses performances, mais là, il reconnaît le collectif. Donc, ouais, c'est un transfert qui fait sens. Ça aurait pu être juste un coup de pub. Et ça semble pas au cimetière. Surtout au début, avec le carton rouge qu'il avait pris à son entrée. Bien sûr. Il y a tout. Franchement, je pense que tout le monde était, à part les Lorientais, était content de voir Dédé Ayew marquer un doublé. Autre comeback, autre doublé, Martin Terrier, Raphaël. Oui, qui a marqué face à son ancien club, l'Olympique Lyonnais, des retrouvailles heureuses pour lui. C'est la 5e fois qu'il inscrit plus d'un but dans un match de Ligue 1. La première fois depuis un doublé en octobre 2022, c'était déjà face à l'Olympique Lyonnais. Alors on fait un baromètre spécial attaquant, vous verrez, enfin en tout cas du côté des tops. On l'a dit, on l'a répété, son absence a coûté des places au Stade Rennais. Le temps de sa convalescence a coûté des places au Stade Rennais. Le temps qu'il revienne en forme aussi. Est-ce qu'il est là de retour, le grand Martin Terrier? Ouais, moi je pense, en fait, au-delà de ses buts, c'est physiquement. Il est dans la répétition des efforts. Dans ce match contre Lyon, je l'ai trouvé encore une fois très bon. Le match précédent aussi, il avait été assez bon dans l'effort fourni. C'est un joueur qui donnait beaucoup sur le terrain avant sa blessure. Moi, j'étais assez impressionné quand vous regardez Martin Terrier évoluer au ras de la pelouse. Vous êtes impressionné par son volume de course. Et c'est un joueur qui, physiquement, je pense, j'ai l'impression, est revenu quasiment au top. Et un Martin Terrier au top va faire beaucoup de bien à Rennes. Et un Martin Terrier buteur qui ne cesse de scorer, peut-être pas dans les 3, 4, 5 mois à venir, mais ce sera pas très loin des Bleus en 2024, je pense. Allez, on termine avec quelqu'un qui a connu les Bleus et qui marque encore semaine après semaine, c'est Wissam Ben Yedder. On notera sa régularité au plus haut niveau à Wissam Ben Yedder, qui a atteint la barre des 10 buts lors d'une 11e journée, 11e saison, dans les 5 grands championnats européens. Seul Karim Benzema l'avait réalisé jusqu'à présent, avait fait mieux au 21e siècle et Ben Yedder devient le meilleur buteur contre l'OM en Ligue 1 au 21e siècle. Score final 2 buts partout. Et Ludo, c'est une drôle de stat, ça, quand même. Ça en dit long. Hein. Et pourtant, il y a toujours un débat sur doit être titulaire, pas être titulaire.
C'est pas nous, ce sont ses coachs. Je rabâche ça depuis quelques mois, mais pour moi, il n'y a pas de question à se poser. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, est-ce qu'il court plus ou moins qu'avant, est-ce que... Ben Yedder, c'est le premier nom que tu coches sur ta feuille de match parce que tu sais que tu as déjà un but d'avance. C'est pas ce qu'ils font. Mais non, c'est pas ce qu'ils font. Mais lui reste et les entraîneurs passent. Et lui met toujours 25 buts par saison. Donc j'espère que cet entraîneur va enfin comprendre qu'il ne peut pas se passer. Oui, on cherche toujours à avoir un attaquant qui presse plus, plus mobile. Mais cet appel qu'il fait dans la profondeur contre Marseille, il met tout le monde d'accord, il est capable de le faire. Il sait jouer dans les petits espaces, il sait tout faire ce garçon. Alors oui, peut-être qu'il n'est plus dans la forme de sa vie, mais ça ne l'empêche pas de mettre 25, 30 buts par saison. Donc il faut qu'on profite de lui pour ces 6 derniers mois à Monaco. Je ne comprends pas que ça puisse être un débat, une question. En fait. Non, nous on le félicite là, on ne pose pas de questions, mais pour ses entraîneurs. Ouais. Non, nous on va dans votre sens. Mais même les supporters, figurez-vous. Ouais. Figurez-vous que quand on dit ça, les supporters sont pas hyper en tout cas, cette sensibles stat est folle. Ils préféraient des fois voir d'autres joueurs titulaires et ils trouvent que c'est normal. Moi, je trouve que non. Elle est titulaire, elle s'occupe du bonus du barreau. C'est Alicia Devi. Et au parallèle, c'est avec vous. Hein. Exactement, il a mis l'un des plus beaux buts du week-end. C'était dans le hat-trick de Raphaël, si vous étiez avec nous un peu plus tôt. Et en plus de ça, il a signé sa meilleure prestation depuis le début de la saison. Très gros match d'Andy Diouf, le milieu de terrain lensois, face à Toulouse, avec en prime donc ce très beau but avec les 100 et or. Pourtant, il a vécu des derniers mois compliqués. Il a été critiqué, le Français de 20 ans. Deuxième recrue la plus chère de l'histoire du club derrière Eli Wahi. Il a enfin répondu aux attentes et il était forcément hyper heureux après son premier but, Andy Diouf. Incroyable, on ne peut pas rêver mieux pour un premier but en 100 et or. C'est vrai que je l'attendais depuis longtemps. Je vois la balle qui revient et je ne me pose pas de questions, j'allume. En plus, il y avait Flo Setoka qui m'a dit que j'allais marquer. Donc c'était aussi un petit clin d'œil collectif, ça fait plaisir. Andy Diouf qui avait été appelé dans la toute première liste des espoirs de Thierry Henry avant de quitter le rassemblement pour une petite blessure. Depuis, il n'a plus été rappelé par Thierry Henry parce que justement, il a traversé des mois compliqués. Mais ce sera sans doute l'objectif pour le Français dans les prochains mois d'intégrer la prochaine liste en mars et bien sûr de faire les JO. Alors voilà, Andy a dit oui, ça s'est moins bien passé. Ce sera un non, voici les flops du baromètre et on commence par l'entraîneur marseillais Gattuso. Oui, et un Olympique de Marseille qui ne gagne pas le match nul de but partout face à l'AS Monaco. Marseille a joué 247 minutes en supériorité numérique, au moins 107 de plus que toute autre équipe, mais n'a remporté qu'une seule des 4 rencontres concernées, donc où l'OM est resté en supériorité jusqu'à la fin du match. C'était contre le Havre au mois d'octobre. J'ai un mini débat, Émilie, là. Ça vous choque ou pas cette stat? Alors, le match déjà de ce week-end, moi, m'a... Déplu? Un peu, bah oui, quand même. À ce point-là, ne pas arriver à rentrer dedans, de faire beaucoup plus quand tu es en supériorité numérique comme ça. Et en plus, ça n'a pas de sens. Et je pensais au Gattuso qui s'énerve tout le temps, qui explique qu'il fait avec ce qu'il peut, avec les joueurs qu'il a. Non, après, il y a quelques circonstances atténuantes. Comment on peut le mettre dans les flops aujourd'hui, franchement? Honnêtement. Parce qu'à 11 contre 10, dès la 7e minute... Non, mais si, quand même. Vous avez vu ce qu'il a sur le banc, ce qu'il avait? Il avait... Sur le banc, il avait... Toi, sur le terrain, il avait un joueur de plus, quand même. Sur le banc... Non, mais s'il doit faire des changements. Sur le banc, il a Soglo qui a 3 matchs de Ligue 1 et Sparagna... Karim, il est à 11 contre 10 pendant 80 minutes et à 11 contre 9 pendant un quart d'heure. J'exagère 10 minutes. Je vois pas ce qu'il aurait pu faire de plus sur ce match-là. Il peut pas faire de changement. Petit bras comme ça. Il est obligé de garder son 11. Non, pas... Sur le terrain, à part rentrer lui pour jouer à la place de ses joueurs et essayer de haranguer ses joueurs, il peut rien faire d'autre. C'est les joueurs qui ont été mauvais, qui ont été nuls. Mais lui, sur le terrain... C'est tout un symbole de l'OM. Moi, j'aurais mis l'OM, de manière générale, oui. Mais sauf qu'on a mis des attaquants dans les tops, on met les entraîneurs dans les flops. C'est peut-être à lui de trouver la petite touche de magie. Moi, je veux bien. Il faut bien qu'il soit responsable d'un truc, quand même. Je trouve qu'il est responsable depuis quelques semaines. Mais sur ce match-là... Ce qui se passe au bord du terrain, lui... avec sa veste, avec le ballon qui traîne un moment, puis après ce qu'il dit en conférence de presse, puis après l'OM à 10 contre 11 qui ne marque pas grave. Il dit j'ai rien à reprocher à mes joueurs. Autant d'occasions concédées, ça veut dire que les mecs font n'importe quoi sur le terrain, prennent des risques inconsidérés, parce que l'énergie qu'il envoie, c'est quand même faut marquer, faut marquer. Oui, mais dans ce baromètre, marquer. Vikash, ça veut dire que si Vitinha il marque, il est à la place de Ben Yedder, Gattuso aujourd'hui, Greg? Franchement. Non, ça veut dire qu'il est nulle part. Il a juste fait son boulot. Et puis attendez, on ne peut pas louer Eric Roy qui nous explique qu'à la mi-temps, il a remis les doigts dans la prise de ses joueurs pour effectivement remonter et dire à Gattuso ah bah c'est pas de ta faute si tu es en supériorité numérique. Bah non, faut être cohérent coach à coach. C'est bien, on a réussi à agacer Karim de temps en temps, c'est pas mal. Laszlo Bologna est en double flop parce que ça va mal à Metz. Hein. Une nouvelle défaite cette fois à l'extérieur sur la pelouse de Nice. 16 points après 19 matchs. C'est exactement le même total que lors de la dernière saison en Ligue 1 du club.
saison 2021-2022. Ils avaient terminé 19e du championnat et donc relégués. Metz qui a perdu chacun de ses 6 derniers matchs. C'est la plus longue série en cours dans l'élite et sa plus longue depuis septembre-novembre 2017. Et puis, j'aime pas trop les expected goals, mais là, pas beaucoup, hein. voilà, dans les situations, le nombre de tirs, est-ce qu'il y a eu des situations intéressantes? C'est très faible, cumulé que 0,09 XG. Il y a eu pas mal de débats sur l'arbitrage aussi, que ce soit dans le match à Marseille ou dans ce match-là, le côté messin. Comment ils s'en sortent les Messins? Est-ce que quelqu'un a une solution? Je salue Faro, Laszlo Bologna, grand coach, et depuis votre retraite, vous faites quoi? Coach en Ligue 1, très en forme Faro avec ce personnage de Pixar, là-haut. Voilà. Est-ce que Metz peut s'en sortir? Ludo, c'est votre club allez, j'ai l'air de cœur, mais ça vous peine un peu ce qui se passe là? Bah, ça me peine, ils essayent de s'en sortir comme ils peuvent, avec leurs moyens. Après, j'ai aimé sa déclaration à la fin du match, c'est-à-dire de ne pas compter sur les renforts extérieurs, et plutôt que la solution viendrait de l'intérieur. Mais après, il faut voir ce qui se passe dans les matchs. C'est-à-dire que Metz, pendant 1 heure, ne démérite pas à Nice. C'est-à-dire qu'ils se battent, ils essayent. Ils peuvent ne pas perdre, pas gagner. Ils bataillent, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, avoir une approche essentiellement défensive dans cette Ligue 1-là ne te fait pas avancer, ne te fait pas prendre des points. Les seules fois où ils ont tenté des choses... Nice. C'est à Lorient. À Lorient, pour une fois, Traoré, qui est le capitaine, avait pris les choses en main en disant on n'a plus rien à perdre, allez, on y va, on se projette. Ça tombe bien, c'est qui le prochain adversaire? C'est Lorient. C'est Lorient. Bon, bah, peut-être qu'il y aura Il y a un Metz-Lorient, là. Peut-être qu'il y aura un déclic aussi à ce moment-là, mais je trouve que c'est trop peu sur le plan offensif pour pouvoir espérer quoi que ce soit. Tu ne pourras pas te maintenir qu'en espérant ne pas prendre de but. Metz-Lorient, hein, prochain match. Celui-là, il vaut vraiment de l'or. Et puis on termine avec Carles Nobel, l'entraîneur de Toulouse, parce que là, ça va plus du tout. Avec une nouvelle défaite à domicile. Le TFC 14e du championnat, la défaite face à Lens. Une victoire lors des 16 derniers matchs à domicile en championnat pour Toulouse qui n'y arrive pas à la maison, et Toulouse qui ne compte aucune victoire contre une équipe du top 10. Ils n'arrivent pas à battre les équipes de la première partie de tableau. Karim Benani, c'est compliqué. Qui perd contre Lens, c'est pas, ça peut arriver. Très inquiet. Non, mais ça peut arriver. Ouais. Mais là, la spirale quand même. Très inquiet parce qu'en plus, les joueurs vont commencer à être focus sur le match contre Benfica, la double confrontation en Ligue Europa. Vous ne pourrez pas les empêcher de penser à l'Europe. Donc ça veut dire que vous allez laisser des forces dans cette Coupe d'Europe-là où a priori vous serez peut-être éliminé, on ne sait pas, il peut y avoir un exploit, mais face au Benfica. Et donc ça va impacter tout le reste de la saison. Et surtout, le fait qu'il y ait une incertitude autour de la vente éventuelle du club empêche, à mon sens, peut-être l'état-major de Toulouse de se séparer de Carlos Martinez-Lovel aujourd'hui, parce qu'ils se disent à quoi bon finalement de virer un entraîneur, parce que moi je serai peut-être plus là dans un mois ou deux. Donc en fait, cette apathie autour du club, moi, m'inquiète pour Toulouse, parce que 14e, ils ne sont pas vraiment loin de la zone rouge.